Bien que je ne sois pas fan du Snyderverse, je trouve tout de même dommage qu'Andy Muschietti n'ait pas utilisé l'univers DC mis en place pour porter à l'écran ce qui manquait dans l'adaptation de Flashpoint par CW. Mais ne soyons pas surpris, depuis ses balbutiements, le DCEU n'est fait que de déceptions et d'opportunités ratées. Miss Lane, Jimmy Olsen, photographer. Comme celle d'avoir engagé Jeffrey Dean Morgan pour jouer Thomas Wayne à peine quelques secondes en 2016 et de ne jamais l'avoir vu jouer Batman dans une adaptation de Flashpoint. Peut-être que c'est ce que Zack Snyder planifiait faire un jour, qui sait? Surtout que les modifications apportées par le Flashpoint à l'univers de Batman sont franchement plus fascinantes que celles apportées aux autres personnages. En effet, dans cette version où c'est Bruce Wayne qui est mort dans la ruelle et où c'est Thomas Wayne qui est devenu Batman, le Joker est nul autre que Martha, qui a perdu la raison après la mort de son fils. Je ne connais pas très bien l'actrice qui jouait Martha dans BVS, mais je suis persuadé qu'elle aurait fait un Joker au moins aussi bon que celui de Jared Leto. À la place du conflit entre les Amazones et les Atlantes, le film tente encore de nous faire aimer l'attaque des Kryptoniens dans Man of Steel et ramène le général Zod. Pour être parfaitement honnête avec vous, je n'ai pas su que Michael Shannon était un bon acteur avant de le voir dans n'importe quoi d'autre que Man of Steel. Le babouin frustré et sous-développé que Zack Snyder a décidé de lui faire jouer se trouve à des années-lumière de l'honorable anti-héros que j'ai connu dans les comics, et sa réapparition dans The Flash n'apporte rien de nouveau à son personnage qui semble avoir été écrit par un enfant de 5 ans. Il est curieux qu'avec un aussi vaste univers, on ait décidé de limiter celui du Flashpoint à Zod, Supergirl et Batman. De plus, en dehors de l'attaque des Kryptoniens, le monde dans lequel Flash se retrouve est loin d'être dystopique, et le film souligne bizarrement l'absence de Michael J. Fox dans Back to the Future comme étant l'ultime aberration de cet univers. En fait, même Gotham est devenue une ville tellement sécuritaire que Bruce Wayne a pu réaliser son rêve secret de devenir le Dude et de faire du kung-fu dans sa cuisine pour protéger ses spaghettis à la sauce tomate. Beaucoup de sauce tomate dans ce film. Je ne plaisante pas, la sauce tomate est utilisée pour représenter le destin ou, comme on l'appelle dans le film, les intersections inévitables, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être modifié en voyageant dans le temps. Lorsque je disais dans la première partie de cette vidéo que les films d'Andy Muschietti carburaient à la nostalgie et aux effets spéciaux, je ne croyais pas si bien dire. The Flash ne s'appuie que sur ces deux axes et les massacre tous les deux. Michael Keaton n'est là que pour répéter des phrases qu'il a prononcées 30 ans plus tôt, et les effets spéciaux sont encore plus mauvais que lorsque The Rock apparaissait en scorpion géant dans The Mummy Returns il y a de cela 20 ans. Au stade où nous en sommes, je ne comprends même pas pourquoi ces films sont encore décrits comme étant en live action, car il n'y a pas grand-chose qui soit vrai dans ces films. Peut-être que les studios résistent à l'appellation film d'animation car ils espèrent encore gagner un Oscar et ils savent qu'ils n'ont aucune chance contre Pixar et Guillermo del Toro. Bref, The Flash est une parodie gênante au cours de laquelle Flash fait le clown à chaque 30 secondes et qui est à la BD originale de Flashpoint ce que Scary Movie est à Scream. Comme si ce n'était pas suffisant, le film se termine avec plusieurs caméos en très mauvais CGI qui n'apportent absolument rien à l'intrigue. Certains voudront décrire cela comme étant du fanservice, mais du fanservice sans arrêter de faire en sorte que Keaton interagisse avec Christopher Reeve. Au lieu de ça, Superman, et tous les autres héros se contentent de sourire en regardant le multivers s'effondrer. Puisque Nicolas Cage est redevenu bancable pour Hollywood, This is the first time I have been on national television on a talk show in 14 years. on le fait apparaître en tant que le Superman que Tim Burton n'est jamais parvenu à réaliser. Will you please come back every week? Quelle hypocrisie! On voit à plusieurs reprises Flash s'introduire discrètement ou brutalement chez des gens et s'exposer nu devant des innocents, ce qui n'a pas dû être difficile à jouer pour Ezra Miller. Alors que la BD Flashpoint ramenait Flash à ses origines mythologiques, c'est-à-dire Mercure pour les Romains, Hermès pour les Grecs, et faisait de lui un messager surnaturel qui permet à Thomas Wayne de parler à son fils, You're one hell of a messenger. le film échoue à montrer en quoi le Batman de Michael Keaton est différent de celui de Ben Affleck, si ce n'est d'une très courte scène, la seule bonne scène du film, au cours de laquelle on voit Bruce sourire tandis qu'il soigne une de ses plaies devant un miroir. Contrairement à Christian Bale et Ben Affleck, le Batman de Michael Keaton veut être Batman et se porte mieux lorsqu'il est Batman. This is how it is. It's not a perfect world. It doesn't have to be a perfect world. I just gotta know, are we gonna try to love each other? I'd like to. But he's out there right now. And I've gotta go to work. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur cette pathétique tragédie qu'on nous a offerte. Il semblerait que le DCEU soit coincé dans sa pire timeline et que son inévitable intersection, pour reprendre les termes du film, soit la médiocrité. Mais tout n'est pas perdu car ce film met en lumière un phénomène assez particulier concernant Batman au cinéma. Jusqu'ici, et j'ignore si cela changera un jour, Hollywood nous a toujours servi Batman de 3 manières différentes. The basis for the animated Batman theme is very simple. Sounds like this.
has two answers. One is a more heroic, uplifted answer. D'abord, il y a les films qui célèbrent le personnage de Batman comme un être capable d'exploits extraordinaires. Contrairement à la majorité des super-héros, Batman est un homme dépourvu de super-pouvoirs qui s'est éduqué et entraîné pour devenir un champion dans toutes les disciplines qui lui permettent de combattre le crime. Je ne l'apprends à personne, Batman est si fort, si intelligent et si habile que lorsqu'on le met en scène avec des super-héros pourtant bien plus puissants, c'est lui le meilleur. Si certains personnages secondaires peuvent remettre ses actions en question, ce n'est pas le cas de ce premier type de film qui range toujours Batman du côté du bien et qui le fait gagner à la fin. Ainsi, les gens qui voient Batman de cette façon auront généralement une préférence pour la trilogie du Dark Knight avec son apologie des crimes commis par Batman, son happy ending et ses nombreuses scènes qui contredisent tout ce qu'on connaît de Batman pour le transformer en super-héros typique de Marvel qui combat ses adversaires à coups de répliques cinglantes dont raffole le public cible. Oublions que dans cette scène, Batman met tout le monde en danger, ne revient pas pour les sauver et que Rachel continue de penser que c'est un endroit sécuritaire, même si le Joker y est entré sans aucune difficulté, pour la forcer à refaire une scène de Fast and Furious avec Capitaine Mal de Gorge. Bien sûr, dans cette catégorie, on retrouve aussi les films de Zack Snyder, qui mettent encore plus l'accent sur les scènes d'action et les effets spéciaux que ceux de Nolan. Ensuite, il y a les films qui se désintéressent de cette vision manichéenne des super-héros pour en offrir un portrait plus complexe. One is a dark, somber answer. Le public cible de ce type de film voit Batman comme un être pas tout à fait sain d'esprit, qui aurait intérêt à payer ses taxes pour sauver sa ville de la pauvreté et de la criminalité conséquente qui l'afflige, plutôt que de se déguiser en chauve-souris pour aller frapper des itinérants et des malades mentaux toutes les nuits. Non pas que ce public ne soit plus impressionné par les exploits de Batman, mais il préfère le voir comme un anti-héros tragique servant à la fois de mise en garde et de critique. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que les Batman de Burton et de Matt Reeves ne sont pas des films de super-héros, mais plutôt qu'ils possèdent quelques couches supplémentaires. Alors que pour Nolan, la croisade contre le crime de Bruce Wayne n'est qu'une phase d'à peine quelques années, à laquelle il espère mettre un terme aussitôt qu'il se sera fait une copine, un projet qu'il essaie de réaliser dans les deux premiers films de la trilogie avec Rachel, puis pendant le troisième film avec Miranda, puis pendant les 15 dernières minutes avec Selina, pour les fans de Batman en tant qu'anti-héros tragique, la croisade contre le crime de Bruce Wayne est un combat sans fin, certes impressionnant, mais qu'il est destiné à perdre. You know this place is never gonna change. With Carmine gone, it's only gonna get worse for you. It's gonna be a power grab. It'll be bloody. I know. But the city can't change. It won't. I have to try. It's gonna kill you eventually. You know that. Listen. Why don't you come with me? Get into some trouble. Knock off some CEO hedge fund types. It'll be fun. The bat and the cat. It's got a nice ring. Les gens qui préfèrent cette version de Batman vont généralement préférer la duologie de Tim Burton, le Joker de Todd Phillips, ainsi que le récent film de Matt Reeves, et il est fort à parier que ces fans ont grandi avec la série animée des années 90 qui n'hésitait pas à explorer la psyché du personnage plutôt qu'à le confronter à des extraterrestres. Car oui, si l'on dépouille Batman de ses torts, si on le dépouille de ce qui le rend plus complexe que les autres super-héros, alors ses adversaires cessent d'être des reflets de sa personnalité et l'on est forcé de les remplacer par des terroristes diaboliques et des monstres en CGI. Pour meubler les films ainsi désertés de toute réflexion, il devient indispensable de les remplir d'explosions et de scènes d'action. I want the movie to end with a big explosion. Et puis, il y a la troisième catégorie de films de Batman, appréciés par ceux qui regardent les fans des deux premières catégories se chamailler et qui ont envie de leur dire de prendre les choses un peu moins au sérieux. Ceux-là n'hésiteront pas à citer le Batman d'Adam West, les films de Joel Schumacher et Lego Batman comme étant leur version préférée du personnage.
Il est bien sûr possible d'aimer plusieurs de ces catégories à la fois. C'est d'ailleurs mon cas, et si je donne l'impression de détester les films d'action et d'effets spéciaux, c'est seulement parce que ce type de film est déjà en train d'écraser tous les autres et n'a donc pas besoin que je l'aide à effectivement devenir le seul genre de film que les fans de Marvel et de Nolan sont prêts à regarder. Lorsque The Batman est sorti en mars 2022, cela faisait 30 ans, si l'on exclut le Joker de 2019, que les films de Batman n'avaient pas critiqué ce dernier. Alors qu'on aurait cru qu'après 30 ans, les fans de Batman en tant que super-héros ou mascotte kitsch auraient respectueusement laissé les fans de l'anti-héros tragique avoir droit à un nouveau film, The Batman continue malheureusement d'être méprisé par les fans de la première catégorie, qui ont fini par croire que la version de Batman qui leur a été présentée par Nolan et Snyder constitue la seule façon valide de voir le personnage, et ceux de la troisième catégorie, qui détestent que Batman soit présenté de manière aussi sombre. Pourtant, chacune de ces versions existe pour une bonne raison, chacune de ces versions sert à justifier l'existence du personnage de Batman dans le paysage cinématographique américain. L'existence de la première version, celle de Nolan et de Snyder, est la plus facile à expliquer. Puisque nous vivons dans une société capitaliste et de surconsommation, la qualité d'une œuvre d'art est mesurée en fonction de l'argent qu'elle rapporte et on privilégie jusqu'à la caricature la fabrication de produits similaires, voire identiques, à celui qui nous a procuré le plus d'argent. C'est pourquoi, avec le temps, l'industrie qui s'est construite autour du 7e art aux États-Unis, tête d'affiche du capitalisme et de la surconsommation, a de plus en plus privilégié les films populaires, qui rapportaient plus d'argent que les autres types de films, jusqu'à ne plus privilégier que les films de super-héros, qui rapportaient plus d'argent que les autres types de films populaires, car ceux-ci visaient et visent encore leur public le plus rentable, les adolescents, pour qui l'âge d'or des films populaires, la décennie des années 80, a créé le 13 ans et plus. Ainsi, ne faut-il pas s'étonner que Nolan et Snyder aient réduit Batman à un simple super-héros pour le conformer au modèle cinématographique le plus rentable des 20 dernières années. Mais Batman a toujours été un super-héros, me direz-vous. N'a-t-il pas été créé par un dessinateur de BD désireux de cloner le succès de Superman, et ce, à peine un an après la création de celui-ci? Oui, à la différence que Batman est apparu non pas dans les pages d'Action Comics, mais dans celles de Detective Comics, et que le personnage et son univers proviennent largement d'un écrivain au nom longtemps oublié, Bill Finger. Ce qui m'amène naturellement à expliquer l'existence de la deuxième version de Batman au cinéma, celle de Tim Burton et de Matt Reeves. De la même manière que Bill Finger et Bob Kane se sont servis de l'engouement généré par Superman pour proposer un personnage qui lui était diamétralement opposé, Tim Burton s'est servi du genre du super-héros pour nous offrir une critique de plus en plus personnelle et de plus en plus horrifiante, non seulement de Batman, mais de la société capitaliste et de la surconsommation, tandis que Matt Reeves nous a lui aussi fait un cheval de Troie. Il a profité de l'incessante suprématie des films de super-héros pour plutôt nous offrir un hommage aux films noirs et aux thrillers politiques des années 70, une décennie cinématographique qui a malheureusement cédé trop tôt sa place aux films populaires des années 80. Le film de Matt Reeves confronte enfin Batman à un défi qui soit à la taille de son intellect et de sa conviction d'œuvrer pour le bien, ce que ni Nolan ni Snyder n'étaient parvenus à faire ou n'avaient osé faire. C'est d'ailleurs à cela que devraient ressembler les films populaires si le cinéma américain se portait mieux. Des films palpitants pouvant plaire au public méconnaisseur, mais suffisamment réfléchis pour plaire également au public passionné. Malheureusement, ce qui aurait dû être une grande œuvre rassembleuse continue d'être boudé par les adeptes les plus têtus de films d'action et de super-héros qui sont incapables de rejoindre les cinéphiles et les lecteurs de Batman au milieu. Ce qui m'emmène finalement à expliquer l'existence de la troisième version de Batman au cinéma, celle d'Adam West, des films de Joel Schumacher et du film Lego. Alors que les fans de Nolan et de Snyder prennent les super-héros très au sérieux, et que les fans de Tim Burton et de Matt Reeves préfèrent voir le genre du super-héros être utilisé pour faire des films plus sérieux, les fans d'Adam West, de Joel Schumacher et de Lego sont là pour nous rappeler que derrière tout ce qu'on peut faire dire aux super-héros, il n'en reste pas moins que ceux-ci n'existent dans la fiction que grâce à une immense suspension de notre incrédulité. Bien qu'ils aient totalement raison sur ce point, ce rejet de toute conversation sérieuse sur Batman, sur la figure du super-héros et souvent même sur toute l'industrie dite du divertissement devient problématique lorsqu'il est utilisé comme prétexte pour ne pas reconnaître l'impact des œuvres de fiction sur notre société. L'année dernière, je me suis concentré sur le travail des réalisateurs en démontrant que la complexité du personnage de Batman permet de l'interpréter de différentes manières et c'est en observant son évolution au fil des nombreux films qui ont été faits qu'on peut mieux comprendre que les scénaristes ne sont pas des entités impartiales, mais de véritables créateurs qui injectent, même dans leurs adaptations d'un univers préexistant, des sujets et des thèmes qui leur sont chers ou qui sont d'actualité au moment où ils produisent ces films. Si certains ont accueilli ces vidéos avec enthousiasme, d'autres ont plutôt mal reçu l'idée que Batman ne soit pas immuable, c'est-à-dire le fait que chaque cinéaste transforme Batman au gré de ses propres intérêts et de l'actualité. Mais qu'en est-il des acteurs qui ont joué le Croisé Masqué? Alors que The Flash vient de dépoussiérer l'acteur qui a réinventé Batman au cinéma, permettez-moi de féliciter chacun des acteurs qui ont joué Batman sur un aspect qu'ils ont su mieux maîtriser que les autres.